Les antennes du réseau Deep Space Network de la NASA sont grandes. Jamais vu un escalier pareil. Vraiment énorme. Les communications avec l'espace commencent ici. Il faut au moins ça pour communiquer sur des distances de plusieurs milliards de kilomètres. Mais cette antenne est en panne. Les réparations s'annoncent plus difficiles que jamais. On va tout réassembler pour pouvoir à nouveau suivre les sondes spatiales. Et maintenant, au travail. Je m'appelle Sean Riley, je suis cordiste professionnel. C'est ma passion. Je vais vous présenter des héros anonymes capables de travailler nuit et jour dans des conditions extrêmes. Vous êtes formidables, j'apprends en vous regardant. Leur mission, résoudre les problèmes les plus insolubles. Aucune machine ne nous résistera. Je suis à Goldstone, dans le désert de Mojave, en Californie, où se dresse l'une des plus grandes antennes de la planète. Ces signaux traversent notre atmosphère, la ceinture d'astéroïdes, et vont au-delà des planètes les plus lointaines. Et très loin, là où la lumière met 16 heures à arriver, la sonde Voyager 1 est sur le point de franchir les limites du système solaire pour la première fois de l'histoire. Le seul moyen de savoir ce que Voyager va trouver, c'est d'utiliser une antenne comme celle-ci. La DSS-14, l'oreille que tend la NASA à l'espace lointain. La NASA pilote ce monstre presque jour et nuit, depuis une bonne quarantaine d'années. Évidemment, certaines pièces montrent des signes de fatigue et d'usure. Pour cette réparation, nous allons passer sous le capot. Lorsqu'on s'aventure dans l'espace lointain, la taille a son importance. La capacité de ce géant à transmettre et recevoir des données en fait un outil extrêmement demandé. Les scientifiques doivent quelquefois attendre plusieurs années avant d'obtenir un accès au réseau. Le fonctionnement de l'antenne dépend de deux immenses systèmes d'orientation. La monture azimutale permet de la diriger sur deux axes perpendiculaires. Mais notre réparation du jour, c'est le palier hydrostatique. Cet engin glisse sur une couche d'huile de moins d'1 millimètre. Depuis quelque temps, le liquide s'infiltre à travers les jointures du palier et fissure l'enduit, ce qui entraîne le désalignement des trois flotteurs soutenant l'antenne. Pour réparer, il va falloir soulever un réflecteur de 3000 tonnes, poser un gigantesque trépied en acier, ôter les pièces usées, et enfin reconstruire un palier morceau par morceau avant de tout remonter avec une marge de tolérance de moins d'1 millimètre. Une tâche de titan qui n'a pas droit à l'erreur. Bob Haroldson supervise l'opération. Je vous demande votre attention à tous. Sa mission ? Assurer la sécurité de son équipe et respecter les délais. Voilà pour l'essentiel. Chacun a envie de rentrer chez soi ce soir. Jeff Osman fait partie du Jet Propulsion Laboratory, dit GPL, un département de la NASA qui gère la construction et les vols non habités de la NASA. Avec son équipe, il encadre les ingénieurs qui ont mis au point la réparation. Le JPL dirige le réseau d'antennes Deep Space depuis 1958. Son rôle aujourd'hui, bétonner l'intervention des équipes pour éviter les mauvaises surprises. Et elles ont du pain sur la planche. Jusqu'à présent, on ne leur a permis de débrancher la parabole que pour de menues réparations. Pour un résultat de longue durée, il faudrait un arrêt de 8 mois, et c'est pas évident à faire passer. Merci d'être là. Alors voici le monstre. C'était pas une blague. C'est bien une grosse bête. C'est fou. On arrête ce géant à cause d'un petit détail. L'enduit qui supporte le palier se fissure. L'enduit qu'on utilise aujourd'hui n'existait pas il y a 40 ans. On va profiter de cette nouvelle technique de fabrication. Première étape, couper le courant pour ne pas s'électrocuter pendant qu'on travaille sur la parabole. Ok, le disjoncteur est verrouillé. On est à l'abri du danger, on peut y aller. Oui, c'est bon. Au boulot. Plus un instant à perdre. Un arrêt complet est vraiment rare. Bob profite du remplacement du palier hydrostatique pour effectuer une révision complète de l'antenne.
Première tâche sur la liste, la monture, située à 20 mètres de haut. C'est ce qui permet à l'antenne de pivoter d'avant en arrière. Jamais vu un escalier pareil. Il n'y a pas beaucoup de place ici. Si vous avez le vertige, ne faites pas ce métier. Bob ne me laisse même pas reprendre mon souffle. Bien. On est au niveau de la monture azimutale. On va réaliser là une de nos principales interventions. Donc là, on remplace tout. On va pas rafistoler. C'est ça. On soulève, on enlève l'ancienne monture, on place la nouvelle. Un jeu d'enfant, non? C'est ça. Bob Haroldson peut soulever 1000 tonnes comme si de rien n'était. Bonjour, Riley. Moi, c'est Louis. Louis Penalver-Aguilla et Assim Seik sont les ingénieurs qui supervisent les travaux. Oui, ces gars vont devoir soulever environ 900 tonnes. On oublie les dimensions réelles de ces engins. Sur l'ordinateur, l'antenne semble assez petite et facile d'accès. Quand on est sur le terrain, on s'aperçoit qu'il faut pas mal de force et d'outillage pour la démonter. La monture est très impressionnante. Mais ça reste une opération de routine. C'est un peu comme changer une roue de voiture. On monte un côté après l'autre grâce à 2 crics hydrauliques. Et on injecte ensuite un fluide hydraulique à haute pression pour dégager la monture de son essieu. Par rapport à d'autres, cette monture est de conception assez simple. La vraie difficulté tient à ses proportions monumentales. Premier problème, le sol de l'échafaudage. Là, il déplace des pièces très lourdes. La crainte, c'est que ce plancher, qui n'est pas fait pour supporter ce genre de charge, cède. On va donc transférer le poids directement sur la grue. Du moins, c'est l'objectif. Dans un coin de votre tête, vous avez déjà un plan pour vous sauver? Moi, j'éviterai toutes les surfaces en contreplaqué. On actionne la pompe. Tu resserres l'écrou? Les crics montent petit à petit. C'est une opération très très lente. N'oublions pas que c'est ça qu'on soulève. Bien qu'il soit presque invisible, un espace de 10 mm suffit à libérer l'essieu du poids de la parabole. On a fini de soulever? Oui, c'est fait, la pression sort des tuyaux. Maintenant, le fluide hydraulique va monter en pression derrière la monture pour la libérer. Ça fait un bruit d'explosion parfois. Ne soyez pas surpris. Ça va pas tarder. Je surveille. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire quelle pression sera nécessaire pour décrocher la monture. Et c'est pour ça que... Ça y est! Et voilà l'huile. Il y a du fluide qui coule. Ça saigne. Oh la vache! Du fluide, de l'huile, de la graisse. Burk! Une fois la monture libérée, on peut la décrocher. Le conducteur de la grue doit s'approcher le plus possible de l'antenne pour dégager la monture de son essieu. On n'a pas beaucoup de place pour manœuvrer. La flèche de la grue est déjà tout près de la structure. C'est la première fois en 20 ans que cette monture voit la lumière du soleil. On prépare l'essieu. Une nouvelle monture azimutale flambant neuve est livrée. Notre antenne a une roue toute neuve. Oui. Félicitations. Merci. On a levé 900 tonnes. Prochaine charge à monter, 3000 tonnes. L'équipe de Goldstone retape l'antenne depuis qu'elle a été débranchée. Après avoir changé la monture azimutale, il reste encore beaucoup à faire pour remettre le trésor national de la NASA au service de la science. Depuis plus de 50 ans, le réseau Deep Space Network, ou DSN, façonne notre vision de l'espace. Les premiers pas sur la Lune, la poussière et la glace des anneaux de Saturne, les lunes de Jupiter, l'atterrissage sur Mars, la poursuite des astéroïdes,
Autant de données transmises sur Terre en continu grâce au DSN. Les premiers concepteurs du réseau n'avaient pas accès à des technologies aussi perfectionnées que celles d'aujourd'hui. Mais ils ont eu une idée géniale. Construisez 3 énormes antennes paraboliques capables d'amplifier le plus faible des signaux venus de l'espace lointain. Placez-les à intervalles de 120 degrés, l'une à Goldstone en Californie, l'autre à Madrid en Espagne, et la troisième à Canberra en Australie. Au moment où une sonde ne se trouve plus à portée d'une antenne, une autre prend le relais. On couvre ainsi l'espace sur 360 degrés, ce qui en fait l'un des systèmes de télécommunication scientifiques les plus étendus et les plus sensibles. Le secret? Une technologie de haute précision. Tout est là. Le réseau Deep Space s'appuie sur ces antennes géantes pour suivre des objets qui voyagent à très grande vitesse dans l'espace lointain et pour communiquer avec eux. Une véritable prouesse. Une petite comparaison. À une 50aine de mètres de distance, le cadreur peut me suivre sans trop de mal. Mais plus je m'éloigne, plus il devient difficile de me localiser. Imaginez maintenant que vous suiviez un objet à des milliards de kilomètres. Vous commencez à saisir ce que ces antennes accomplissent chaque jour? Ce genre de précision ne s'obtient qu'au prix d'une série d'opérations qui commence ici. La construction de la bande de roulement. Aujourd'hui, pour une entreprise équipée de machines-outils et disposant de personnel et de moyens informatiques spécialisés, il n'est pas plus difficile de découper au micromètre près une pièce d'acier qu'une motte de beurre. Après avoir analysé et traité ces données, c'est ici que le JPL passe commande. Je dispose, je crois, d'une marge de tolérance de 25 micromètres, mais avec nos machines, c'est pas un problème. La bande de roulement du palier hydrostatique fait 24 mètres de diamètre. Il n'est pas question de la soulever en un seul morceau. Les ingénieurs du GPL ont donc conçu 11 segments de 10 tonnes chacun à assembler au moyen d'éclisses en acier. Une erreur d'1/4 de millimètre et on retourne à la planche d'acier brut. S'il y avait la moindre bosselure, l'antenne cesserait de fonctionner, ce qui entraînerait de facto une perte de données transmises par la sonde. Une possibilité dont les scientifiques et les ingénieurs qui dépendent de cette antenne ne veulent même pas entendre parler. Quand une sonde a besoin d'appeler la Terre, vous allez voir qui s'en charge. Après plus de 30 ans, Voyager 1 est sur le point de découvrir ce qui se trouve au-delà de notre système solaire. Dr Stone, j'ai le privilège d'avoir sous les yeux un modèle de la sonde Voyager en présence de son inventeur. Là, vous avez la liaison descendante pour se repérer dans l'espace. Le Dr Stone est professeur de physique, chercheur en sciences spatiales et ancien directeur du JPL. Un spectromètre ultraviolet, un instrument qui mesure le champ magnétique. Mais il s'est passionné en particulier pour une mission lancée en 1977, celle de la sonde Voyager. Elle est en tout point conforme aux souvenirs que j'ai gardés d'elle avant son lancement en Floride. Difficile d'imaginer une mission plus réussie. La sonde a permis de recueillir des données précieuses sur les planètes, les animaux, les lunes et les zones les plus éloignées de notre système solaire. Et elle s'apprête à aller là où aucun engin spatial n'a jamais été avant elle. Un endroit extérieur au système solaire, l'espace interstellaire. Cette mission a toutes les chances d'éclaircir d'innombrables mystères de notre univers, à condition cependant que le réseau Deep Space soit à l'écoute. Les antennes de 70 mètres de diamètre sont notre unique moyen de communication avec Voyager. Alors ce serait très gênant d'en perdre une. On peut pas prendre de retard? Non, on ne peut pas. Comme pour toute mission dans l'espace lointain, les communications de Voyager avec la Terre s'appuient sur le réseau Deep Space. Vous vous rendez compte que les ordinateurs de Voyager ont 8000 mots de mémoire? 8000 mots. Autrement dit, votre téléphone portable est carrément plus puissant. Pourtant, avec ces ordinateurs relativement primaires, nous avons beaucoup accompli et nous continuons de faire des découvertes. Quand la sonde Voyager est passée à proximité de Io, une des lunes de Jupiter,
elle a enregistré une activité volcanique jamais observée ailleurs que sur la Terre. Une petite révolution pour les astronomes. Et les découvertes se sont multipliées. Ici, on reçoit les données brutes, les images, toutes les alertes émises par les véhicules spatiaux. Là, c'est une sonde qui fait son petit check-up. Elle envoie une image, puis une autre, pour donner des nouvelles de son état. C'est un flot permanent de données. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de congé ici. Ah bon? On ne vous laisse pas dormir? Vous ne quittez jamais ce fauteuil? Les données ne s'arrêtent jamais, jamais. Ça ne s'arrête jamais. Bon, je commence à saisir. Compte tenu du nombre de missions qui dépendent de l'antenne DSS-14, il est urgent de la remettre en marche pour rétablir au plus vite la liaison avec les engins de la NASA. Que tous ceux qui ne travaillent pas sur l'élévation restent derrière la grille. Les travaux ont démarré il y a plusieurs semaines. Bob est satisfait de leur avancée. On a remplacé la monture azimutale. Les segments de la bande de roulement sont presque terminés. La prochaine élévation concerne la partie la plus lourde de la structure. C'est le moment de lever cette antenne de 3000 tonnes. Quand on soulève une charge pareille, tout peut arriver. Moins on la soulève, moins on prend de risques. Les ingénieurs du JPL ont donc limité l'élévation à 5 mm. Il n'existe pas de grue capable de lever un tel poids. Ils vont donc utiliser 12 crics hydrauliques puissants. L'ingénieur Tim Sink, du JPL, sera aux commandes de ces énormes crics. C'est l'instant de vérité. Est-ce que nos mesures sont exactes? Cric numéro 1, tout va bien? Cric 1 prêt. Cric numéro 2, tout va bien? Marc Alvarez supervisera l'opération. Si t'as un problème, préviens-moi. Il veillera à maintenir l'équilibre de la structure. On fait peser une telle charge sur ces crics qu'il faut rester attentif au moindre bruit ou à toute déformation de la structure. Quand on entreprend une intervention qui n'a jamais été réalisée, c'est toujours un challenge de savoir comment s'y prendre. L'équipe de Marc Alvarez est concentrée. Le moment est venu de soulever la structure. Verrouillez les bagues quand vous pouvez. « 5 millions. On est à 200. Cric 1, tu as de l'espace? Pas d'espace sur le cric 1. Cric 3, tu as de l'espace? Non. Les 3000 tonnes ne se laissent pas soulever aussi vite que prévu. Pas évident de devoir reprendre ses calculs sous l'œil du grand patron. Tim donne le feu vert pour augmenter la pression. Bon, on augmente de 100 000. Cric 1, tu as de l'espace? Oui, c'est bon. Vous avez de l'espace dessous? Cric 1, c'est bon. Ils ont un espace de 5 mm au niveau du support et du manchon. Verrouillez tous les écrous. Bon, on s'arrête là. Abaissez toutes les bagues. Waouh, 20 mm. C'est pour ces 5 mm qu'on est tous là. 3000 tonnes ont été soulevées. Maintenant, il faut consolider le tout avant que le vent du désert se lève. Fred Battle, ingénieur en sécurité, fait partie de l'équipe depuis des années. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était en 1984. On réapprend à construire la pyramide. Le conducteur de la grue va devoir soulever chaque étai de 10 tonnes et le caler de manière à pouvoir glisser ensuite de gigantesques goujons d'acier qui le fixeront à l'antenne. C'est un peu comme de passer un fil par le chat d'une aiguille géante. Les plans des ingénieurs ont intérêt à être irréprochables. Après les dernières vérifications, tout le monde est à son poste. Et le vent est favorable. Le conducteur de la grue soulève le premier étai. Tout en douceur. Cet homme-là connaît son métier. L'étai semble parfaitement positionné. Pourtant, quelque chose empêche le goujon d'entrer.
La marge d'erreur est très réduite. C'est aussi serré qu'une charnière de porte. Faute de pouvoir loger ce goujon, l'étai est simplement crocheté. Et le vent se lève. Dans le désert, quand le soleil se couche, les rafales de vent s'intensifient. Quand le vent atteint 40 km/h, on est obligé de s'arrêter. Mais hors de question de se presser. Avec un poids pareil, un mouvement d'impatience pourrait se payer très cher. Les goujons résistent. Leur marge de tolérance est très réduite. C'est quand même un pendule de 10 tonnes qu'on essaie de sécuriser avec des goujons. Une vraie partie de plaisir. Mais ça va aller. Enfin, j'espère. Faudrait que je torde un peu ce truc. Une dernière poussée et le goujon finit par entrer. Il est entré quand ils ont commencé à s'engueuler. Parfois, il faut que la situation se tende un peu. Hormis ces quelques tensions, le bilan de la journée est positif. L'antenne est levée et soutenue. Oh là là, il est grand temps d'aller boire un coup. Et de passer à la prochaine étape du chantier. La plupart des pièces qui actionnent cette machine sont gigantesques. En particulier celles que l'on doit démonter aujourd'hui. La bande de roulement en acier. Ils ont réussi l'élévation. Maintenant, tout le poids de l'antenne repose sur ces étais, ce qui a libéré les segments de la bande de roulement qui se trouvent en dessous. Prochaine étape, enlever ces segments. Ces pièces sont d'un autre temps. L'antenne tourne sur le même acier depuis 44 ans. Bien qu'à peine visible, les fissures et les bosselures qui émaillent sa surface suffisent à dérégler le mécanisme. Aujourd'hui, on change tout. Je suis aux anges, c'est génial. Toujours repérer l'issue de secours. Après une brève réunion de sécurité, Et ne pas sortir de sa zone. on nous confie nos tâches respectives. Le moment est venu pour moi de mettre la main à la pâte. Point essentiel de cette élévation, retirer cette énorme pièce en acier sans heurter la moindre partie de l'antenne. Ces deux câbles stabilisateurs vont nous permettre de contrôler la pièce quand elle sera en l'air et permettre aux équipes au sol de la redescendre en douceur. On va retendre ces câbles pour être sûr qu'ils ne s'en mêlent pas. Fais attention parce que ce truc peut partir par là. On va voir comment la flèche supporte la tension. Tous les regards sont rivés sur le premier segment de la bande de roulement. Nul ne sait ce qui se passera quand tout son poids reposera sur le crochet. Et voilà! Super! Avant de soulever le segment, il faut le faire glisser autour de l'antenne jusqu'au niveau de la grue. Une opération qui, jusque-là, s'est toujours révélée fastidieuse. Les ingénieurs ont donc développé un nouvel outil qui nous épargnera bien des efforts. Des segments d'acier sur coussin d'air. Ça marche comme une table de hockey, C'est ça. avec les palets qui glissent sur la table. Voici ce qu'on appelle un palier à coussin d'air. Ça n'a l'air de rien, et pourtant c'est assez puissant pour déplacer ces énormes pièces d'acier. Mais chaque outil a son talon d'Achille. Et celui-ci ne peut progresser que sur une surface plane. Un revêtement en plastique devrait faire l'affaire. Là, on voit l'air pressurisé qui gonfle la partie basse du palier à coussin d'air. C'est bon. Ça flotte. C'est parti. Simple, mais efficace. Grâce à ces paliers à coussin d'air, on déplace des tonnes d'acier comme on pousserait un caddie de supermarché. Attention, Le bruit qu'on entend là, c'est un palier à coussin qui râle un peu parce qu'il bute sur une aspérité. Si le revêtement en plastique permet d'aplanir les obstacles, il faut tout de même vérifier qu'il n'y a rien sous le segment. Et voilà. Quand on retire ce qui gêne, l'acier se remet à flotter. C'est un plaisir, ces petits paliers qu'on n'a plus qu'à faire tourner. C'est incroyable. Avant l'arrivée du palier à coussin d'air, vous deviez déplacer la grue pour chaque segment. Exactement, oui. Ça devait prendre plusieurs jours. Absolument.
On fait glisser les segments l'un après l'autre. On les charge et on les enlève. A priori, on aura fini demain. Bonne nouvelle, ça fait le bonheur de Bob. Après l'extraction de la bande de roulement, on découvre ce qui a provoqué la détérioration de l'enduit sous le palier hydrostatique. Et ce n'est pas beau à voir. J'ai du mal à t'entendre. Je me demande bien pourquoi. Notre tâche, enlever l'enduit endommagé et le remplacer par une couche bien lisse sur laquelle reposer la nouvelle bande de roulement. On travaille sur une machine ultra précise qui vaut des millions. Du bon matos! Alors, maintenant que les planches sont parties et qu'il ne reste plus que l'enduit, comment on fait pour l'enlever? On y va à la main? On casse. Ok. Un travail de précision. Absolument. Cette activité n'est pas des plus glamour, mais l'avantage, c'est que ça défoule. On t'embauche. J'ai remarqué votre belle tenue. Je commence à être jaloux. Allez, c'est bon. T'as vu comme ça s'en va facilement? Ouais, c'est génial. C'est parce que le fluide hydraulique s'est infiltré partout. Ah ouais, je vois ça. Bon, dernier morceau. Allez, C'est bon? super. Maintenant, il faut déblayer. Déblayer? Comment ça? C'est obligatoire. Bon, c'est vrai, ce n'est pas un boulot facile, mais c'est assez gratifiant, tout compte fait. C'est pour retrouver cette belle surface en béton que tout le monde s'est démené. Maintenant, il va falloir reconstruire un palier au plus vite, parce que les missions de première importance se poursuivent et vont nécessiter la remise en route de cette antenne. Le réseau Deep Space s'appuie sur des ondes radio pour communiquer à travers le système solaire, tout comme moi quand je pilote cet avion. Si l'antenne tombe en panne, l'envoi et la réception des données sont suspendus et votre mission est foutue. Pour Curiosity, le nouveau rover martien développé par le centre JPL, un tel scénario n'est pas envisageable. Si vous ne pouvez pas entrer en communication avec cet engin, plusieurs millions de dollars partent en fumée. C'est exact. À l'instar de Voyager, le rover a besoin de communiquer avec la Terre afin de télécharger des données et de recevoir des commandes. C'est là qu'intervient le réseau DSN. L'antenne transmettra à 56 millions de kilomètres de la Terre des instructions sous forme d'ondes radio qui permettront de piloter Curiosity. C'est du beau joujou, hein? Oui, le plus complexe, le plus performant et sans doute le plus fort qui soit. Ah ouais, c'est-à-dire? Il pourrait broyer un humain? Oui. Enfin, il est assez lent, donc rien à craindre de ce côté-là. Ce bras robotisé est capable de percer, marteler, trier et déposer les échantillons dans des instruments internes au corps du robot pour les analyser. Et ce n'est pas de la science-fiction. On n'a jamais été aussi près d'un voyage à bord de l'Enterprise. Prêt à prendre les commandes? Tant que les humains ne pourront pas aller sur la planète rouge, il faudra compter sur les robots pour l'explorer à notre place. À l'équipe de Goldstone de s'assurer que la DSS-14 sera prête à temps pour les guider. Bob profite des travaux pour effectuer une révision complète. Prochaine étape, grimper sur le réflecteur parabolique pour travailler sur les circuits électriques. Bienvenue sur le réflecteur parabolique. Les signaux émis par les vaisseaux et les sondes voyagent parfois sur des milliards de kilomètres à travers le système solaire avant d'être captés ici même. Mais comment ces signaux nous parviennent-ils? Eh bien, ça demande pas mal d'huile de coude et des kilomètres de câbles. Bonjour, Riley. José, enchanté. Enchanté. Ces câbles ne sont pas là quand l'antenne fonctionne, si? Non, bien sûr que non. On va tous les tirer dans ce trou là-bas, dans le coin. On va les tirer un par un? Tous ces câbles que vous manipulez transmettent les signaux de l'espace jusqu'à la Terre. Oui, jusqu'à la Terre. L'idée me plaît. Et ce boulot ne va pas être de tout repos. Mais il faut grimper sous le réflecteur pour les mettre en place. J'ai hâte de voir ça. Heureusement,
J'avais prévu un harnais. José, je suis en place. Fais glisser le câble. Je l'ai. Là-bas, il y a une conduite verticale qui va jusqu'en bas, puis qui traverse. Et une autre qui prend le relais. Et là, encore une autre qui permet de faire passer le câble. C'est chaud. Des funambules qui travaillent à la chaîne. Tirer des câbles, ce n'est pas à proprement parler de la fuséologie. On a un peu l'impression de poser une rallonge géante. Sauf qu'ici, on n'a pas droit à l'erreur. C'est bon? José, quel talent! Le reste de l'équipe n'arrive pas à suivre. J'ai 50 mètres de mou. Ils tiennent pas la cadence derrière. Les câbles, c'est fait. Tu t'es éclaté? C'est comme ça tous les jours? Quand on la rallumera, l'antenne sera câblée pour l'espace lointain. Demain, de nouveaux défis nous attendent. Bienvenue dans l'équipe de nuit. Maintenant que l'ancien palier hydrostatique a été démantelé, la reconstruction peut commencer. Et le plus tôt sera le mieux. Le carnet de rendez-vous est rempli. Beaucoup de missions nécessitent d'être accompagnées. Penchons-nous sur l'une d'elles, destinée à protéger la planète. Chaque jour ou presque, des astéroïdes de cette taille plongent dans l'atmosphère. Pour la plupart, ils s'y volatilisent, mais pas tous. Et ils ne sont pas toujours aussi petits. Il y en a au moins 2 par an qui font 2 fois la taille de cette moto. De nombreux scientifiques avancent que des météorites auraient précipité l'apparition de la vie sur Terre et, suite à un impact cataclysmique, auraient à nouveau bouleversé la biosphère il y a 65 millions d'années. Et si les dinosaures avaient eu leur Goldstone? Ils auraient été mieux préparés. Mais les dinosaures n'avaient pas le réseau DSN. Voilà un très bon exemple qui vient de Goldstone. Marina Brozovic est membre d'une équipe de la NASA qui observe les objets géocroiseurs. Ça a la forme d'une pomme de terre. Chaque jour, jusqu'à 150 tonnes de corps célestes pénètrent dans l'atmosphère. Une ravissante cacahuète spatiale. Le métier de Marina? Un cornichon de 540 mètres de long. Garder un œil sur ces légumes de l'espace. Pour l'instant, on ne voit aucun de ces objets, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cela dit, on en découvre sans cesse de nouveaux, et il faut rester vigilant. Un des rôles de la NASA est de détecter un maximum de ces objets géocroiseurs de plus d'1 kilomètre de diamètre. À partir de cette taille, on les estime capables de causer des dégâts à la planète, voire de l'anéantir. L'antenne DSS-14 a la capacité de localiser et de pister des objets lancés à très vive allure. Un peu comme un radar de police, l'antenne détecte un astéroïde et le sonde en émettant un signal qui rebondit sur l'objet et rapporte toutes sortes d'informations relatives à ses dimensions, sa forme ou sa composition. Des éléments qui nous renseignent sur sa formation et sa destination. On imagine bien les risques que représente une collision. Mais ce n'est qu'un aspect. En fait, ce que ces corps célestes révèlent nous aide à comprendre notre propre planète. Ils ont apporté de la matière première sur notre sol. Ils ont influencé le climat, l'atmosphère, la vie sur Terre. Donc à l'évidence, le complexe de Goldstone, et cette antenne en particulier, sont capitaux pour le travail que vous faites. Vous sauriez vous en passer? Ce serait très difficile. Disons que je préfère ne pas l'envisager. On peut en dire autant des dizaines de missions qui s'appuient sur la DSS-14. Retour à Goldstone, où je m'apprête à vivre ma première nuit de travail. Au programme, l'installation des plaques d'assemblage, les premiers composants du nouveau palier. Si le placement n'est pas impeccable, tout le palier sera désaligné. Une lourde responsabilité qui pèse sur les épaules de Team Sync. Vous allez poser les fondations sur lesquelles tout le reste sera édifié. Exact. T'es donc sous pression? Oui. J'ai des cheveux blancs d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la métrologie, la science des mesures. Tim a passé ses dernières nuits à étalonner et réétalonner ses mesures. Parce que même les plus monumentales des structures peuvent se dilater ou se contracter selon la température. La dilatation des poutres en acier qui soutiennent la structure suffit À soulever les 3000 tonnes de l'antenne. Oui, voilà, sans aucun effort.
Je suppose qu'il vaut mieux revérifier ces mesures avant la coulée. Parmi les outils de travail, il y a un prisme réflecteur en verre, c'est la cible, et un instrument de mesure ultra sensible, le théodolite. Ça fait des petits sauts. Il émet un rayon infrarouge et selon l'angle mesuré dans la lorgnette, Prêt à mesurer? l'appareil calcule si la position de la cible est un peu trop haute ou un peu trop basse. Les chiffres sont transmis à un ordinateur qui les analyse pour fournir à Tim des mesures d'une précision extrême. 0,973 et 0,975, on peut voir ce que ça fait avec les doigts? Pas loin. La moitié de ça? Oui, 0,5 mm. Ce qui nous amène à un dernier outil. Les pièces sont placées un peu haut. Comment on corrige leur position? Selon la bonne vieille méthode manuelle. Va donner un petit coup. Ensuite, on reprendra une mesure et on verra si ta main a une précision de 0,5 mm. Le genre de challenge qui ne se refuse pas. J'y vais vraiment au feeling. Je fais tourner la clé, ensuite on mesurera et je la tournerai encore si nécessaire. Alors ça donne quoi? 0,25. 0,25. 16,974. Dans le mille. Tous ces appareils numériques ne servent à rien. Tout est là. Un poignet dynamométrique. Avec la précision et un poignet dynamométrique, ce n'est pas un boulot désagréable. À condition de rester à l'écart de l'équipe chargée de verser l'époxy. Si on n'a pas envie de finir dans le mélange, il vaut mieux dégager le passage. Voici donc le moment de verser la nouvelle résine époxy. Cet élément apparemment anodin exerce en fait une influence considérable sur le fonctionnement de l'antenne. Comment ça se passe? C'est bien que tu sois là. Ah, je ne raterai ça pour rien au monde. C'est votre substance magique? Oui. À l'époque de la construction de l'antenne, il n'existait pas de résine époxy non poreuse et résistante. En quoi celle-ci est-elle magique? Eh bien, elle est imperméable à l'huile. Ce qui marque un progrès majeur, mais nous complique aussi la tâche. Qu'est-ce que vous faites contre les insectes que contient votre résine? Ça représente quoi? 2% du contenu? C'est notre faune locale. Les conseils d'utilisation de ce produit sont très spécifiques. Ce produit doit être coulé dans un délai de 2h30 à 3h. Donc si je reviens dans 3 heures? Il n'y aura plus qu'à tout jeter à la poubelle. Et comment vous faites pour surveiller l'heure? On a des montres. Chaque sauce se prépare en 3 phases. D'abord un durcisseur et une résine que l'on mélange pendant 5 minutes. On verse ensuite la solution dans une bétonnière et on la renforce en lui incorporant du sable. Vous faites de la bouillie d'avoine là? Une bouillie high-tech, chère et très périssable. Oui, on lui a donné plein de petits surnoms. J'imagine. Une fois qu'elle acquiert la bonne consistance, on en remplit des seaux. Quand ce truc se met à couler, plus rien ne peut l'arrêter. Elle n'a pas encore collé? Non, pas pour le moment. Une fois l'enduit préparé et versé dans les seaux, il faut le monter au plus vite pour la couler. Le secret d'une bonne coulée consiste à verser une quantité de résine suffisante à l'avant de la forme pour que l'enduit se répande sous la plaque. J'ai l'impression d'être dans ma campagne à nourrir les cochons. Le bilan des victimes est lourd parmi les insectes. Vous remangerez de la bouillie après ça? Mais rien ne ralentira notre rythme. Si ce n'est la coulée elle-même. C'est d'une lenteur. C'est même de plus en plus lent. On dirait qu'il va nous manquer de la résine. Bon, cela est vide. Mélange-moi 2 autres pots. Retour en bas, ou attendre 6 sauts de plus. Voilà des munitions, on les met où? Même en comptant ce temps de préparation supplémentaire, on termine le premier segment en à peine plus d'1 heure. D'ici quelques minutes, ça va pousser. Bien, C'est bien. Ça prend forme. une bonne nouvelle pour nous. Un peu moins pour les insectes. Si l'on résume l'avancement des travaux, on a déjà renouvelé la monture azimutale, réinstallé les câbles électriques du réflecteur et changé l'ancien palier hydrostatique et son enduit. Il reste à définir l'alignement final.
Il faudrait pousser celui-ci pour être dans le rayon. Ce processus va demander du temps. Le positionnement du premier segment est déterminant pour la suite. Chacun de ces angles doit se conformer aux spécifications du JPL, sinon tout le palier sera désaligné. Les chiffres fusent, on peaufine les mesures. La réussite ou l'échec de la réparation dépend de leur exactitude. Ne bouge plus, diminue la pression. Ça fluctue un peu, mais on y est. Après de longues journées d'alignement, on vient de marquer le dernier coin. Tim peut rentrer chez lui en toute confiance. Ce sont des pièces massives pour des marges de tolérance infimes. Très bien résumé. Au bout de plusieurs mois de travail, on a prévu de faire subir à notre antenne un premier essai. Sous nos yeux, les ingénieurs du JPL, occupés à soulever la nouvelle bande de roulement de 24 mètres de diamètre, vont connaître quelques frissons. S'il fallait renvoyer un segment abîmé à l'atelier pour l'usiner à nouveau, on perdrait plusieurs semaines par rapport au calendrier. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Les opérations du jour rappellent celles du démontage, à ceci près que l'ancienne bande de roulement partait à la décharge. Cette fois, le moindre accroc dans un nouveau segment renverrait à une date inconnue la remise en route de l'antenne. Ces sections neuves sont en acier. Chacune fait 18 cm de haut et pèse 10 tonnes. Ils vont tenter de les soulever et de les déposer sur les paliers à coussin d'air de manière à les faire tourner. Ça vous va comme ça? Le tout, c'est d'éviter ces boulons. Si le palier passe dessus, on aura une fuite d'air et la pression ne suffira plus à porter le segment. On l'a appris lors du démontage. Il faut avant tout maintenir la surface bien lisse. On maintient la pression. Après 2 ou 3 réglages, on réussit à monter 11 segments en les faisant glisser jusqu'à leur place. Une opération très technique qui se déroule avec une facilité déconcertante. Je n'ai jamais vu ça. L'ingénierie spatiale, il n'y a que ça de vrai. Maintenant que les segments sont positionnés, il reste à les fixer. Notre bande de roulement comprend donc 11 segments, soit 11 raccords qui doivent mesurer moins d'1/4 de millimètre. Ces raccords sont capitaux. Une erreur, même la plus infime, déréglerait toute l'antenne. Il faut que ce soit parfaitement plat. Et le mot est faible. Tu vois l'éclisse? Ouais. Elle est désalignée par rapport au segment. Ah ouais? Avec le coin, on va déplacer le segment et refermer cet espace. L'assemblage de ces pièces conçues par des ingénieurs de la NASA me rappelle le montage de certains meubles suédois. À l'aide de 12 boulons, on visse les 2 segments à une éclisse avant de les resserrer. Pour les réglages de précision, on introduit des coins de chaque côté du segment. Après avoir réduit à 1/4 de millimètre l'espace entre les segments, on serre les boulons pour les verrouiller. Et quel est l'outil utilisé pour rentrer les coins? Moi j'ai un certificat pour les masses de 4 kg, pas pour les masses de 5 kg. Je suis désolé, je suis pas sûr d'être autorisé à le faire. C'est bon? C'est dans le bon sens? Non, 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 non. Il faut taper dans ce sens. Pas de haut en bas. J'ai passé les 2 derniers jours avec Tim à tout régler au millimètre près, à prendre des mesures au laser, et maintenant on me demande de finir à coups de marteau. On sent le coin qui entre. C'est vraiment très bien usiné. Ces tiges glissent et on voit les 2 segments se rapprocher. C'est mortel. Après tout le travail de précision qu'on a accompli, après avoir tiré des lasers dans tous les sens, j'aurais jamais deviné que les finitions se feraient à la masse. Après des mois passés à rénover ce palier, nous voilà dans la dernière ligne droite. Cette réparation aura été mon plus long chantier. Et maintenant, il est enfin temps de rebrancher cette antenne. Qui a dit que la pression montait?
La DSS-14 sort de plusieurs mois de révision générale et aujourd'hui, le géant est remembré. Voici son heure de vérité. Dans peu de temps, elle aura pour mission de suivre l'évolution de Deep Impact, une sonde de la NASA qui voyage à 37 000 km/h, censée croiser la trajectoire d'une comète à 16 millions de kilomètres de la Terre. Les transmissions de la DSS-14 aideront la sonde à s'y rendre. Dehors, l'équipe procède aux dernières vérifications. Vérifiez-moi le 25. T'es tout excité là, hein? Oui, on est prêt. Au centre de contrôle de mission, on attend de pied ferme le moment d'entrer en contact avec la sonde. C'est une grande journée pour vous, pour le palier hydrostatique et la DSS-14. C'est un aboutissement. Oui, une belle journée qui s'annonce. La routine reprend, les données vont circuler au grand air. Jeff Osman est impatient de voir comment l'antenne équipée de ces nouveaux composants va réagir. Donc on met directement le palier et la monture à l'essai. C'est l'essentiel. Il faut qu'elle bouge, qu'elle flotte en douceur, que les rotations s'effectuent avec une précision de 2,5 micromètres. C'est le moment de vérité. C'est comme si on avait entièrement démonté puis remonté une voiture. Et là, on est sur le point de remettre le contact pour voir ce qui se passe. C'est ça. On a combien de temps? 30 à 40 minutes. La sonde va réapparaître et demander la communication avec la Terre. Et l'antenne sera là pour lui répondre. C'est insoutenable, cette attente. Edna Robles assure aujourd'hui le contrôle des liaisons. Elle est grande. Ah oui. Donc là-haut, une sonde est en train de manœuvrer pour se repositionner. Elle se prépare à croiser une comète. Donc si je comprends bien, si vous arrivez à capter un signal et à le suivre, Le pari sera gagné. on est confiant? On l'est toujours. Tout est parfait. Bon, Edna, restez optimiste. Merci. Je vous retrouve dans quelques minutes. L'équipe reste concentrée. Tous les regards sont tournés vers le compte à rebours. Votre attention, s'il vous plaît. Notez qu'un incident s'est produit à 145-125. Mauvaise nouvelle. On a perdu un palier? Oui, on est hors ligne. Bon, je vais aller voir. Je te rappelle. Seules quelques minutes nous séparent du moment où la sonde doit envoyer son signal dans notre direction. On cherche à détecter l'origine d'une panne de palier. On n'a plus que 10 minutes. Effectivement, ils font des recherches. Avec un peu de chance, on leur a remis en ligne juste à temps pour capter le signal. Quelque part là-haut, une sonde spatiale s'apprête à nous parler et notre téléphone nous lâche. Donc on attend encore les pompes. C'est dur nerveusement là, non? Non, non, Toujours pas. toujours pas. Bon, dès que tu l'as, appelle Edna. Au revoir. Mais que se passe-t-il? Apparemment, quelqu'un a heurté par accident une commande d'arrêt d'urgence, ce qui a éteint le système hydraulique. Au moins, on sait que le circuit de sécurité fonctionne maintenant. C'est intéressant de faire ce genre d'essai à ce moment précis. C'est très excitant. Follement excitant, ouais. Jusqu'au bout. C'est ça, oui. Le servo-mécanisme hydraulique marche. Il y a des systèmes qui se sont mis en route. Oui, mais il y a encore une panne. Comme vous voyez, les pompes hydrauliques ne fonctionnent pas. C'est trop de stress pour moi là. Hein. 7 minutes. Et soudain, comme par magie, un mouvement. Votre attention, s'il vous plaît. Station 14, l'antenne est sur sa cible avec un rapport SB de 6,0. Tout va bien. Elle a détecté un signal et le poursuit. Oui, elle tente de maintenir un signal. Bravo. Nous revoilà à l'écoute de l'espace. L'acquisition de données est bonne. La sonde est reçue par l'antenne. La DSS-14 piste Deep Impact. Bonne télémétrie? On n'en a jamais douté. Si? Non, jamais. Ça roule. On a vécu un moment intéressant à la fin, mais bon, Absolument. On ne s'ennuie pas quand on travaille sur ce genre d'engin. c'est vraiment une machine unique. Une équipe exceptionnelle. Ce que vous faites est incroyable. Et vous contribuez à la recherche pour nous tous. Merci. Tenez-moi au courant de ce que vous trouvez. Si les extraterrestres me disent « Conduisez-moi à votre chef », je vous appelle. Ok, bah d'accord. Après des mois de dur labeur, la DSS-14 est en ligne. La NASA a retrouvé tout son arsenal pour l'espace lointain qui lui permet de plonger dans l'inconnu, de transmettre de nouvelles découvertes
et de garder ses oreilles pointées vers le ciel. L'autre gros danger, ce sont les ânes. Et qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Des mineurs les ont amenés dans les années 1800 et ils se sont multipliés. De temps en temps, ils ruent dans une voiture. Vous êtes au volant, ils sont là au milieu de la route, vous attendez qu'ils bougent et ils vous décochent un coup de sabot. Il faut faire gaffe.